ريكوردينج. هلا عم بعمل. Bon, et donc je disais, le chapitre s'intitule « Les traits évolutifs majeurs dans le monde animal ». Et comme je vous avais dit l'autre fois qu'au début, tout baigne dans l'eau. Et puis, dans l'eau, il y avait l'apparition de la vie avec les algues bleues, c'est-à-dire qu'on appelle les cyanophycées ou aussi les cyanobactéries. Et après viennent les animaux unicellulaires, puis les éponges, puis les autres métazoaires, en passant par les polypiers, en allant donc des vers vers les polypiers, vers les mollusques et les arthropodes. Et évidemment, ces traits évolutifs montrent une complexification au niveau de l'anatomie, de la morphologie et de la fonctionnalité, c'est-à-dire de la physiologie. Dans ce chapitre, comment vous allez étudier? Faites attention, je cite une classe et là, vous allez voir au sein de cette classe comment ça a évolué. En plus de la succession de ces taxons, de ces catégories de ces catégories d'animaux, on a à savoir au sein de la même catégorie comment ça a été l'évolution. Donc, la règle générale, c'est une complexification évolutive. Donc, c'est une complexification évolutive au niveau anatomique et morpho-fonctionnel. En commençant par les polypiers, qu'est-ce que je peux dire les polypiers, c'est-à-dire les coraux? Je peux dire que les tétracorallières, les cloisons radiaires ou les septes radiaires étaient au nombre de 4 ou multiples de 4. Avec le temps, ça a disparu et il y avait les hexacorallières, c'est-à-dire au nombre, les septradiaires au nombre de 6 ou multiples de 6, et les octocorallières, c'est-à-dire 8 septradiaires ou multiples de 8, qui sont encore représentés parmi les vivants. Donc, au sein des polypiers, on passait des tétracorallières. Les tétracorallières ont été remplacées par les hexacorallières et les octocorallières. فهمنا؟ هيك بدي أدرس أنا. هلا les annelides. En ce qui concerne les annelides, ce sont des vers donc, qui sont segmentés en anneaux. Donc, vous voyez ici, ils sont segmentés en anneaux. Ils n'ont ni thorax, ni abdomen, ni pattes, mais ils ont seulement une polarité avant-arrière. كمان كيف هون بدي أعرف إنه les moins évolués étaient dépourvus d'appendices, alors que les plus évolués commencent à avoir d'appendices. Donc, avec les appendices, ce sont les plus évolués. Puis, il y a les ammonites. En ce qui concerne les ammonites, les ammonites sont tous fossiles. Et on va regarder seulement la ligne de suture chez les ammonites. Et là, il faut savoir que les moins évolués avaient des lignes de suture qui étaient plus ou moins simples. Simple dans quel sens? Dans le sens, la simplicité donc touche les lobes et les selles. C'était des lignes de suture sinueuses, mais ما كان في عندي منهم بيرسيي، ما في عندهم مثل البرسيل تعرجات بهالشكل هيدا. Alors que la complexification des selles et des lobes touche les taxons les plus évolués. Donc, en ce qui concerne les ammonites, on peut dire
que ces ammonites, la ligne de suture en allant des formes qui sont primitives vers les formes les plus évoluées, cette complexification, on la voyait ou bien on la voit sur les fossiles sur les lignes de suture qui étaient tout simplement sinueuses, mais ils étaient des lobes et des selles qui étaient simples avec le temps. Donc, il y a eu une complexification de ces lobes et des selles. شايفين كيف صارت من هون en allant d'ici jusque-là. Là, par exemple, encore une fois, chez les ammonites, au cours de l'ère secondaire, au cours de l'ère mésozoïque, en allant de C vers B vers A. Donc, cette forme-là, elle est plus évoluée et cette forme, elle est là, elle est primitive par rapport à B et A. Maintenant, on va parler des arthropodes. Concernant les arthropodes, alors, tout d'abord, il faut savoir que le passage des annelides aux arthropodes, il y a eu transformation de l'épiderme en un exosquelette. Et l'évolution ou la complexification chez les arthropodes a touché quelques détails d'organisation. Mesela, en passé, les moins évolués étaient aptérygotes, mais les plus évolués étaient ptérygotes. Il y a eu, concernant la métamorphose qui devient de plus en plus complète chez les formes les plus évoluées, et on peut dire que les arthropodes, ils ont connu, si vous voulez, une organisation sociale. Ils avaient, les plus évolués commencent à avoir une activité qui était une activité sociale. Vous avez à regarder, par exemple, chez les abeilles ou chez les fourmis. Et il y a eu aussi une spécialisation d'appendices céphaliques qui était de plus en plus perfectionnée, de plus en plus diversifiée. Et là, lorsque je dis une spécialisation des appendices céphaliques, c'est-à-dire dans la perception de l'environnement. Autrement dit, ça a commencé à avoir un rôle sensoriel dans la capture de nourriture. Maintenant, donc ça, c'est chez les arthropodes. Puis, on va passer aux céphalopodes. Et là, les céphalopodes, أنا عادة بعطيهم للتلاميذ tableau qui parle de l'apparition, de la date d'apparition. C'est toujours une date approximative. لأنه ça diffère un tout petit peu d'une publication à l'autre, mais c'est quand même, ça donne une idée. Avec les céphalopodes, en commençant au début du Cambrien, il y a eu les céphalopodes qui apparaissent vers moins 540 millions d'années. مشان هيك ça ne figure pas sur votre bouquin لأنه كنت عطيهم إياها donc on annexe une photo. Ça a été difficile un peu de la faire, c'est-à-dire de la photographier. Donc là, je vais annoncer les dates. À partir des céphalopodes, c'est-à-dire au début du Cambrien, à moins 540 millions d'années تقريبا. هلا بتلاقوها انتم بغير littérature كمان الدات, ça peut différer un peu. Là, il y a eu l'apparition donc des céphalopodes. Et là, il s'agit des formes à coquilles externes cloisonnées, telles que chez le cas chez les ammonites et chez les nautiles. Et ces formes à coquilles externes, avec le temps, il y a eu une évolution et on cédé la place à des formes qu'on trouve actuellement qui sont dépourvues de la coquille, c'est-à-dire telles que le cas de la pieuvre. Et en ce qui concerne les formes à coquilles internes qui étaient à 3 pièces, chez les Belemnites, à leur tour, ils vont laisser la place à des formes telles que chez la sèche, des formes qui sont formées d'une seule pièce interne qu'on a appelée la plume ou prostracum chez la sèche. On a vu ça durant les séances de TP. Chou, Meshel Hal, vous avez des questions?
Très bien, docteur. Alors, pour les échinodermes, on continue. Donc, on avait commencé, je vous avais dit que l'autre fois, lorsque j'ai avancé l'introduction, je vous avais dit, on va parler tout d'abord des invertébrés, après pour arriver aux vertébrés, à savoir que en paléontologie, en tant que paléontologie, on a pu avancer de ce qu'on a à partir des vertébrés et non pas des invertébrés. À partir des vertébrés, on a pu avancer des pseudo-lois. Pourquoi des pseudo-lois? Parce que ce ne sont pas des lois rigides, il existe toujours des exceptions. Là, je continue encore dans les invertébrés avant d'arriver aux vertébrés. Pour les invertébrés, maintenant, on arrive après les céphalopodes, on arrive aux échinodermes qui apparaissent en même temps à moins 540 millions d'années, c'est-à-dire toujours vers le début du Cambrien. Et là, ce qui caractérise les échinodermes, évidemment, c'est la présence dans leur derme des plaques calcaires qui portent des épines, qui sont souvent épineuses, mais donc je vous rappelle que les épines ne sont pas toujours pointues. Et ces épines qui vont varier par leur forme, leur nombre et évidemment leur disposition. Et même chez les échinodermes, en général, on peut avoir la variation va porter aussi sur la symétrie de l'animal globalement. Et on va parler dans les échinodermes des crinoïdes et les échinidés. Alors, pour les crinoïdes, tout d'abord, vous savez qu'actuellement, ils ont un calice, ils ont des tentacules et ils ont une tige qui est faite d'articles. Alors, et la plupart du temps sont sédentaires. C'est-à-dire, actuellement, ce qu'on connaît, il y a les مثل الكوماتول مثل الليدومير على فرجيكم صورتهم donc ils sont donc نحن شفنا بالتبي الليدومير qui est sédentaire. Mais on a, c'est pas toujours symétrique. Il y a eu des formes qui sont symétriques, qui sont actuellement éteintes. Et ces formes, ce sont les cystoïdes et les blastoïdes. يلي هن هون موجودين على الصورة هون cystoïdes et blastoïdes qui sont asymétriques et qui sont actuellement sont éteintes. Alors, en ce qui concerne les cystoïdes, les cystoïdes, regardez, ils sont à calice, il est très développé, à calice sphérique, une tige qui est très courte. Et là, les bras sont faiblement développés ou pas. Et normalement, ils vont disparaître avec les blastoïdes qui sont en bas, ici, les blastoïdes qui... Attendez, donc je disais que les cystoïdes, ils ont un calice bien développé qui est sphérique avec une tige qui est très peu développée, avec des bras qui sont alors aussi faiblement développés. Ou aussi des bras, ils peuvent ne pas exister. Et en ce qui concerne les blastoïdes, ils sont à corps sessile ou très brièvement pédonculés, ovoïdes, donc à la symétrie à 5, mais sans bras. Donc, ce que vous voyez ici, c'est sans bras. Faites attention, là, je vous en parle un peu pour comprendre la différence, mais vous n'en êtes pas responsable. Tout simplement, il faut savoir qu'il y a eu des formes qui sont asymétriques, qui sont actuellement atteintes, telles que les cystoïdes et les blastoïdes. Là, je vous donne des exemples. C'est pour cela que je suis obligée de vous expliquer ces formes. Mais là, il faut savoir que on passe aux plus évolués qui sont donc normalement qui sont des formes qui sont symétriques et parmi lesquelles on va parler des comatules. Les comatules, هيدي هي
forme هيدي الcomatule qui possède des c'est pas une tige mais des appendices qui sont assez courts, des appendices de fixation. Puis vous avez le lit de mer يلي هو schématiquement parlant يلي هي هاي يلي حكينا عنها بالتبة ودرسناها, lit de mer donc qui est fixé et qui possède les lits de mer qui possèdent une tige qui est articulée donc avec des articles. Puis, on va passer aux échinidés. Et en ce qui concerne les échinidés, donc, je vous rappelle que ce sont les oursins. Et deux types normalement qui sont connus dans les échinidés. On a l'oursin régulier et on a l'oursin irrégulier. Et évidemment, je vous rappelle que c'est l'oursin irrégulier qui est plus évolué que l'oursin régulier. Et là, je vous présente de nouveau un tableau comparatif des caractères évolutifs chez les oursins. Donc là, l'oursin irrégulier, vous voyez l'oursin régulier qui est là, l'oursin irrégulier qui est là. Tout de suite, lorsque je vois que les formes des zones ambulacraires sont pétaloïdes en forme de pétales, ça veut dire que je suis en présence d'un oursin irrégulier. La forme globale de l'oursin régulier, elle est sphéroïde. La forme globale de l'oursin irrégulier, il est oblongue. Et là, la forme maintenant chez l'oursin régulier, on a l'anus qui se trouve sur la face supérieure. Donc, c'est ce qu'on appelle une face anale. Et normalement, l'anus elle est centrale. Pour la bouche, il se trouve sur la face inférieure qu'on appelle la face buccale et elle est centrale, ce qui fait que l'anus et la bouche deviennent centropolaires et opposés. Alors que chez l'oursin irrégulier, l'anus, il est déplacé normalement vers l'arrière de l'animal, donc vers l'arrière, il devient là. Ici, ce que vous voyez ici, c'est l'ancien emplacement de l'anus, يعني مطرح ما كان عند الأورسان régulier. Mais actuellement, il est déplacé latéralement. Et sur la face buccale, ce qui va rester ici, c'est pas l'anus, ce qui va rester à ce moment, مثل كأنه شيء rond-point, la bifurcation, كذا وحدة. C'est le point de concours, si vous voulez, des zones ambulacraires pétaloïdes. Et à ce niveau ici, il y a des orifices qu'on appelle des orifices génitales, ما بيبينوا à l'état fossile de l'oursin. Bon, bref, donc l'anus, il devient, et il est latéral, il est déplacé, il est latéral et il n'est pas opposé avec la bouche parce que de son côté, la bouche sur la face inférieure ou la face buccale se trouve aussi déplacée, se trouve vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Donc, l'anus et la bouche se déplacent dans deux sens opposés. Donc, de coup, l'anus et la bouche, ils ne sont pas opposés. Donc, ne sont pas centropolaires opposés comme c'est le cas chez l'oursin régulier. En ce qui concerne maintenant les piquants, alors les piquants, ou bien en commençant par la zone ambulacraire qui possède donc ces pores qui à partir, vont sortir comment dirais-je, les éléments qui vont aider au déplacement de l'oursin régulier. Donc, les zones ambulacraires vont se trouver sont continues sur les deux faces anales et buccales de l'oursin régulier, alors que chez l'oursin irrégulier, ils se trouvent seulement sur la face supérieure seule. Et ils sont en forme de pétales, donc sont pétaloïdes. Concernant la symétrie, elle est pentaradiée chez l'oursin régulier, elle est pentaradiée et bilatérale à cause du déplacement de l'anus et de la bouche chez l'oursin irrégulier. Maintenant, les tubercules qui sont là sont bien développés, donc chez l'oursin
chez l'oursin régulier, alors que ces tubercules s'estompent chez l'oursin irrégulier. Et du coup, les piquants chez l'oursin régulier, qui étaient durs, développés et très variés, alors devient souple, devient court et souple. وهيدول عند القرصان, j'ajoute quelque chose, عند القرصان irrégulier, هن هالبيكون الصغار يلي صاروا sous forme des fils de soie qui vont aider au déplacement de l'oursin irrégulier ensemble. بينما عند القرصان irrégulier, ils vont jouer un rôle d'appui, ils vont aider au déplacement, mais c'est surtout c'est un rôle de protection chez l'oursin régulier. Halla, le mode de vie chez l'oursin régulier est épibentique, c'est-à-dire il se trouve donc à la surface du fond, sur un fond rocheux, alors que ici, c'est chez l'oursin irrégulier, il est semi-endobentique. Pourquoi? Parce qu'il va être à moitié enfoncé dans la boue. Donc, le substrat du fond, il est rocheux pour l'oursin régulier, vaseux, donc il est formé de la boue pour l'oursin irrégulier. Ça va? طوشتكم ولا ماشي الحال؟ ماشي الحال. بون إذا عم بعجل بتقولوا لي، إذا عم بطوشكم بتقولوا لي، قولوا لي خدي نفس، تاخذ نفس. أوكي؟ ماشي الحال؟ بس الشرح ماشي؟ Ça va? Oui, docteur. Des questions? Des questions? Bon, alors maintenant il y a on va passer, فإذا هيدول إجمالا les invertébrés, on va passer, أكيد أخذنا des exemples نحن, on va passer maintenant aux vertébrés. Et à savoir que les premiers vertébrés aquatiques sont apparus il y a à peu près 500 millions d'années. هيدول أيدون على الكتاب عندكم pour avoir une idée, بس أنا بالكم إنه ما رح أسألكم vraiment الدات، أوكي؟ ما رح أسألكم الدات، يعني هيدي كمان من الأشياء يلي بقفيها. فإذا هيدا الشابيتر بدكم تعرفوا لكل شقفة، لكل كلاس، شو هن كانوا شو الكاركترستيك برينسيبال تبع les moins évolués كيف صاروا les plus évolués. Et en plus, la complexification, يعني شو qu'est-ce qu'il y a eu, يعني l'apparition de quel trait en passant d'une classe à une classe plus évoluée. يعني au sein de la même classe et d'une classe à l'autre. Halla, lorsque donc je disais que les premiers vertébrés aquatiques sont apparus il y a à peu près 500 millions d'années. Et là, je peux dire que ce qui caractérise les vertébrés, c'est surtout la présence qui fait la différence énorme avec les invertébrés, c'est la présence donc d'un squelette. Donc un squelette qui est un squelette interne. OK? Mais ce n'est pas seulement, de là vient le mot vertébré, c'est de la colonne vertébrale, donc c'est le squelette interne qui fait la différence primordiale avec les invertébrés. Mais cette évolution, la complexification, a atteint aussi d'autres organes et en passant de la classe des invertébrés vers les vertébrés. Ces organes, ils peuvent être les organes de locomotion, l'organe cardiaque, c'est-à-dire le cœur, l'organe respiratoire, la peau, les fanères, c'est-à-dire les fanères, tout ce qu'il y a comme éléments accessoires pour la peau, tels que poils, tels que ongles, tels que griffes, etc. Ça peut aussi, l'évolution a touché aussi le mode de reproduction et la tendance à la sexualité, donc qui devient dominante au fur et à mesure, évidemment, en allant de l'oviparité, c'est-à-dire la reproduction à travers des œufs,
à l'ovoviviparité pour terminer en fin de compte en viviparité, c'est-à-dire l'accouchement, autrement dit, la mise au jour par accouchement après un séjour au sein de l'utérus. OK? Donc, la viviparité, c'est le propre des formes les plus évoluées. C'est bon? Alors, au sein des vertébrés, on parle des céphalocordés avant d'atteindre les poissons. En ce qui concerne les céphalocordés, et là, on parle de l'amphioxus, où on commence à avoir une ébauche de corde dorsale. يعني كانت هي إذا بتكون transition, une partie de transition vers les vertébrés parce que on commence à avoir une ébauche de la corde dorsale avec l'amphioxus. Puis, avec les poissons vers moins 500 millions d'années, dont l'apparition, elle est à peu près vers moins 500 millions d'années. Et là, les poissons, il faut savoir qu'il y a eu une évolution qui a touché la nature chimique du squelette. Tout d'abord, les poissons étaient cartilagineux, ils sont devenus osseux après. Et évidemment, il y a eu une apparition progressive d'un crâne, un crâne tout d'abord, et après l'apparition des mâchoires qui se forment au fur et à mesure avec les temps, donc avec la chronologie. Donc, en passant tout d'abord, on a eu la myxine qui était une poisson qui était cordée avec donc un squelette interne et qui était مثل ما قلنا انه في بعض الاuteurs les scientifiques ils ont considéré qu'elle était acraniate, d'autres ils ont considéré qu'il était craniate, mais de toute façon c'était cordé avec donc agnatostome, c'est-à-dire il n'y avait pas encore la présence de la mâchoire. Puis on passait à la lamproie qui était probablement, donc qui était cordée, craniate et qui était toujours agnate. Cependant, la bouche, c'était une bouche en ventouse, donc bouche en ventouse de la lamproie. Pour arriver à des formes plus évoluées, telles que le requin, ce sont les gnatostomes, c'est-à-dire où les mâchoires sont présentes. Bon, là, il est à noter, évidemment, donc je vous avais dit que normalement, il y a eu des formes cartilagineuses suivies des poissons osseux. Et à savoir que pour les poissons osseux, les premiers poissons osseux naissent d'abord dans les eaux douces et ce n'est qu'après ils vont peupler l'eau salée, les mers et les océans. Enfin, les poissons osseux apparaissent tout d'abord dans les eaux douces et ce n'est qu'en deuxième temps ils vont naître dans les mers et les océans, dans l'eau salée plus tard, par la suite. Alors, ils sont caractérisés, ces poissons sont caractérisés par la présence des branchies, ils vont se déplacer par des nageoires, ils ont une peau écailleuse, ils sont ovipares et ils ont des sangs qui se mélangent. Je cite quelques caractéristiques seulement de ce que j'appelle les poissons aujourd'hui. Puis, on va passer maintenant aux amphibiens. Les amphibiens, avant de passer aux amphibiens, laissez-moi ajouter une petite remarque, c'est que vers le Dévonien, vers les moins 400 millions d'années, il y a eu une diversification des poissons, c'est-à-dire avec une hétérogénéité de faciès, c'est-à-dire on commence à avoir des poissons, pas seulement des poissons d'eau salée, mais on a eu des poissons qui vivaient dans les estuaires ou dans les lagunes. Je répète que l'estuaire, lorsque je parle d'estuaire, ça veut dire l'embouchure d'un fleuve, et lorsque je parle des lagunes, ça veut dire c'est une étendue d'eau
de mer qui était séparé d'un cordon de sable littoral. يعني هيدي بتصير لاجونة. فهمنا؟ هلا pour les amphibiens, on a les amphibiens, donc l'apparition c'était vers les moins 400 millions, non, pardon, excusez-moi, vers les moins 360 millions d'années, يعني تقريبا début du Carbonifère. Et ces amphibiens, ils ont un... donc, leur sortie de l'eau était annoncée par ce qu'on appelle un dipnoste. Alors, le dipnoste, il faut savoir que normalement, c'est un poisson qui est fossile et qui est actuel. Bensami, le dipnoste, et là vous avez l'exemple de dipnoste d'Australie. Et là où on remarque les nageoires qui sont musculeuses, qui sont utilisées même pour marcher sur le fond marin. Et qu'est-ce que je peux dire? Évidemment, c'est une forme qui est rare. Voilà. On peut... en Australie, il ne vit que dans des rivières. Donc, vous remarquez bien qu'il peut nager ou bien il peut marcher grâce à ses nageoires qui sont assez musclées. Donc, ce sont des nageoires musculeuses. Et donc, tout simplement à savoir qu'il a été annoncé par les amphibiens par ce poisson qui est le poisson qu'on appelle le dipnoste. D'ailleurs, c'était un poisson à branchies et à poumons. Et là, qu'est-ce que je peux dire des amphibiens? Je peux dire que les amphibiens, ils ont un milieu de vie qui est double. Donc, ils peuvent être aquatiques, donc sont aquatiques les amphibiens et terrestres. Et là, ils ont un déplacement par les nageoires, puis après par les pattes avec la métamorphose. Ils ont une peau qui est non écailleuse, ils ont des branchies qui sont suivies par des poumons. Et on peut dire qu'il y a la circulation chez eux la circulation sanguine qui est devenue double. Et ce que je note ici concernant les amphibiens, c'est qu'il y a eu l'apparition du cou par rapport aux poissons. Il y a eu l'apparition du cou qui permet la mobilité de la tête. La langue, elle est devenue mobile aussi. Il y a eu, au départ, il y avait l'oreille interne, mais actuellement, avec les amphibiens, on a l'oreille moyenne qui apparaît, qui est ajoutée à l'oreille interne des animaux aquatiques vertébrés. Donc, et parmi ces amphibiens, ce qui nous reste, ce qui persiste, ce sont seules les grenouilles et la salamandre ou les salamandres dont on cite l'amphibien mexicain, Yalehu et l'ambistoma ou l'axolote qu'on avait vu auparavant. Donc, sinon, les autres groupes, ils étaient éteints. Donc, actuellement, de ces amphibiens, ne restent que les grenouilles et les salamandres, dont on a l'axolote mexicain. Ça va? Vous avez des questions? دكتور Oui. بس بالاكزامبل تبع ديبناست Hey. قلنا شيء خاصه هي الباساج فيرتاد لانه ما عم بتذكر ليش ذكرناها مع الامفيبيان. ذكرناها مع الامphibien لأنه فينا on peut dire que voilà ça a été annoncé par le dipnoste يلي هن عادة les poissons sont abranchis مش هيك؟ Alors que ici pas seulement les branchies mais il y avait aussi des poumons عند الديبنوست مثل ما بتحكي عن الجرنوي. الجرنوي بوصل الوقت عندها بومون بس تعمل الميتامورفوز وبتظهر لبرا وبتنطنط. لا الو
Oui, docteur. فهمتي؟ Oui, oui. اوكي. يعني بلش يكون في عندها ترانزيشن لانه الديبنوست vers les amphibiens. Oui, merci. لانه les amphibiens بلشوا يظهروا لبرا، بلشوا يظهروا يعني la sortie des eaux. Les amphibiens, ils arrivent à sortir des eaux pour continuer à vivre. Là, نحن هون بنحكي عن sortie des. Ça a été annoncé par les dipnostes لأنه c'est un poisson qui a bronchie et un poumon. لا شو بدها تستعمل البومون؟ بدها تستعملهم إذا كانت شوية البومون عند الأمفيبيان تستعملهم بس تكون برات الماء. Probablement, ils sont rares les dipnos, mais on pense que ça a été annoncé par ce type de poisson. تتحضر لتعطينا الامفيبيان dans l'échelle évolutive. Bon, après les amphibiens, on sait que c'est le groupe des reptiles qui vient après. Et dont son apparition, c'est vers les 300 millions d'années. Donc, il y a pour les reptiles, il faut savoir vers les 300 millions d'années, بلشت تقريبا يعني عم نفوت على الère secondaire. Les conditions de vie sont devenues moins favorables qu'auparavant. يعني صار في عندي sécheresse, la chaleur كمان كانت كبيرة. Donc, pour faire face à ces conditions de vie, ils ont dû présenter donc des conditions telles que pour lutter contre ces conditions de vie, telles que on a une peau qui était devenue écailleuse, بعد ما كان عند الامphibien une peau sans écailles. Il y a eu la disparition des métamorphoses, il y a eu la respiration exclusivement pulmonaire. En plus, pour lutter contre la chaleur et la sécheresse, la production d'œufs, c'était des œufs amniotiques, c'est-à-dire amniotique, ça veut dire à coquille, aussi pour protéger ses œufs. Et là, on peut dire ceux qui restent de ces reptiles, ce sont les lézards, les tortues, les crocodiles et les serpents, qui sont d'ailleurs des animaux qu'on appelle à sang froid. À sang froid, يعني حرارة جسمهم ما بتتكيف بشكل ليضل الكور intact, يعني ne varie pas avec le climat à l'extérieur. فإذا بتشوفوا مشان هيك بتشوفوا الليزار بالصيفية قاعدة على الحيطان لحتى تاخد أشعة الشمس pour réchauffer son corps لأنه la température à l'intérieur, لما بيكون à sang chaud, يعني la température à l'intérieur reste toujours constante malgré les intempéries. Et qu'est-ce que je peux dire? Et puis, il faut savoir que les dinosaures, en ce qui concerne les dinosaures, on peut parler d'une grande diversité donc, de formes, de tailles, une grande diversité ils avaient un régime alimentaire qui était très variable aussi. Il y a eu une diversité de milieux de vie. Et في شغلة كتير مهمة بدي أحكيها عن الديناصور وهي إنه en 2014, il y a eu un biologiste américain, qui a affirmé que les dinosaures avaient une température sanguine qui était variable en fonction de l'environnement. يعني نحن on a appris que les dinosaures, on avait appris que les dinosaures, ils avaient le sang chaud. Donc, ils étaient à sang chaud et avec la disparition des dinosaures, on peut considérer que les reptiles à sang chaud, ils ont disparu. Ils constituent seulement les taxons fossiles. Ce qui reste des reptiles, je viens de les citer, sont à sang froid. Donc, bref, ils considèrent que
les dinosaures, ils avaient une température sanguine qui était variable en fonction du milieu. Yani en fonction du température, en fonction du climat à l'extérieur. Donc, ne sont ni à sang froid ni à sang chaud. ومن هون حكينا عنهم ميزوتيرم. يعني هن بيتكيفوا مثل ما بدهم. هيدا c'était en 2014. En 2020, يعني juste l'année passée, ou bien je ne sais pas si c'était tout récemment ça, une analyse des composants des composants des coquilles d'œufs des dinosaures. Il y a eu une analyse plus spécialement sur des isotopes, il y a les isotopes C13 ou O18 qui se trouvent donc dans la coquille d'œufs de dinosaures, prouve que les dinosaures avaient le sang chaud. Donc, لأنه مش راح لكم لأنه شو بس حتى pour vous, ne vous compliquez pas les idées. Donc, d'après une étude qui est sortie en 2020, une analyse sur les isotopes C13 et O18, qui sont les composants des coquilles d'œufs de dinosaures, donc confirme que les dinosaures étaient à sang chaud. Bon. دونك بس لتكونوا على علم وانا لما بصير في عندي باب بهالشكل مبدئيا سؤال ما بساله بالفحص فهمنا لحتى لانه comme ce sont des études qui sont tout récentes بننطر شوي لنشوف بعدين شو qu'est-ce qui va confirmer ou infirmer. هلا on va passer après, mais il faut savoir une chose, c'est que فإذا أنا هول عم بقول لكم إياه هون لأنه ممكن بالشابيتر موجود أشياء عن الديناصور يلي هي بعدها أشياء أقدم لأنه انعمل الكور قبل 2014 دونك بعدها أقدم بس لتكونوا على علم بهالشغلة. هلا شغلة تانية عند الديناصور on a remarqué que la structure osseuse était proche de la structure osseuse des reptiles mammaliens. Yani, on a remarqué qu'il y a eu la structure osseuse microscopique, notamment de mammifères, donc c'est proche des mammifères plutôt que des reptiles, l'anneau concernant les anneaux de croissance et le rythme rapide de la croissance de cette structure osseuse. Donc, les dinosaures étaient un peu différents et puis les dinosaures, ils semblent donner après les oiseaux. Donc, lorsque j'arrive aux oiseaux, c'était en moins 135 millions d'années. Les oiseaux sont apparus ou ont apparu avec les mammifères marsupiaux. رح نشوفهم les marsupiaux un peu plus loin. Et là, les oiseaux, ils sont caractérisés par une peau à plumes, ils sont caractérisés par la présence des sacs aériens pour le vol. Donc, ces sacs aériens qui sont des organes qui font partie de l'appareil respiratoire. Et donc, ils se remplissent d'air et des membres antérieurs qui ont été modifiés en ailes. Et quelque chose en plus par rapport aux reptiles précédents, c'est la vie psychique qui est très connue, par exemple, chez les oiseaux migrateurs tels que les formes migratrices. Et il ne faut pas oublier que l'Archaeopteryx, il faisait le pont entre les dinosaures et les oiseaux avec des caractères qui sont des caractères partagés entre les deux classes. Maintenant, alors, pour conclure, là, qu'est-ce que je peux dire? Que évidemment, c'est quelque chose que j'en avais parlé déjà. Donc, les traits évolutifs des vertébrés étaient tellement visibles, tellement nombreux, tellement frappants et parlants que la paléontologie, elle s'est basée sur les vertébrés pour
donné donc pour présenter ces pseudo-lois, pour étoffer, pour élaborer ce domaine de l'évolution, pour parler du domaine de l'évolution. Et on va continuer pour les vertébrés, on va continuer dans le chapitre de demain pour parler des autres mammifères. Donc, pour parler des mammifères, vous savez que les mammifères, donc, dans l'échelle évolutive par rapport aux mammifères donc, concernant les vertébrés. Donc, demain, je vais continuer avec les vertébrés pour parler des mammifères. Qu'est-ce que j'allais dire encore? في عندي هيدي الصورة qui présente les premiers, donc le premier amphibien, Mensamia, évidemment, ça a été réalisé par reconstitution artistique. Donc, vous voyez, qui fait partie des la reconstitution artistique, les méthodes d'extraction des fossiles. Haïda, c'est un des tout premiers amphibiens. Donc, par reconstitution artistique, on a pu sortir ce qu'on appelle l'Ichthyostega, donc qui était un amphibien fossile. Donc, qui a pu être considéré comme étant la souche des amphibiens, donc à savoir que tout simplement que c'était un des premiers amphibiens, donc l'Ichthyostega. Voilà, je termine avec ce chapitre. ومثل العادة أنا je préfère عادة إنه كل سيانس حتى ولو ما أخذناها كل سيانس إنه كل سيانس يكون في شابيتر واحد حتى صف إنه إذا كنت شايلة من الشابيترات كنت مثل ما سبق وعملت مرة أو مرتين إني أوصل شابيترين ببعضهم. تمام؟ فإذا برجع بعيد إنه à propos de ce chapitre vous êtes responsable أكيد حكيت أشياء كتير زيادة عن التكست يلي موجود عندكم بالشابيتر. أنتم vous êtes responsable de parler au sein de la même classe أيهم les moins évolués وكيف ils ont évolué. يعني بدل هالشي صار عندهم هالشي. En plus, en passant d'une classe à une autre, il faut dire qu'est-ce qui a dû se rajouter, la complexification de quel trait et comment ça a été réalisé. فهمنا؟ pour l'évolution. هيدا شابيتر هيك مطلوب منكم تدرسوه. إذن بهيدا الشابيتر وهيك أكيد رح يكون في عندكم أشياء بتكونوا شلتوها عملتوا allègement la chapitre. ما ترجعوا تسألوني عنه، هيدا هو الشابيتر بهالشكل بتدرسوه. فهمنا؟ D'accord, docteur. Séance rattrapage, quelle séance? Pardon? Vous avez dit demain on a une séance à quelle heure? لا سوري مش بكره خلص. هلا اليوم عملنا سيانس دو راتراباج، هلا الاربعاء خميس جمعه كل وحده في عنا سيانس ويمكن ما تاخذ كل الوقت كل هيدا، بس انا بصر انه الشابيتر يكون شابيتر بسيانس. D'accord. فهمنا؟ اول شيء لكم احسن فوالا، وانا باخذ شوي وقتي بانه اذا بدي اخبركم اشياء زياده حتى ولو ما كانت مطلوبه منكم. سي بون دكتور؟ اي بس في وقتها كنا عم نحكي انه كيف انتقلوا من الامونيت للارثروبود، انها ترانسفورماسيون دو شي، بس ما لحقت شو. انا ما حكيت عن وقت الامونيت، حكيت انه هو عاده بدي اقول لكم شغله، يعني هلا بالنسبه للامونيت هن ما لهم علاقه بالارثروبود،
نحن مثلا بالامونيت حكينا عن الكومبلكسيفيكاسيون تبع اللين دو سوتور. رجعنا جينا عم نحكي بالارثروبود، ممكن يكونوا سوا من الانيليد جينا على الارثروبود كمان، لانه الارثروبود هن بارابور aux annélides، لانه بشوف انا انه il y a eu la formation des pattes locomotrices، il y a eu transformation de l'épiderme عطى الاكزوسكليت. فهمتنا؟ الو j'ai répondu à la question. هلا في شغله بدي اياها كمان في اخبركم اياها، انه نورمالمون هلا نحن عم نقول 540، يمكن هي تبلشوا بال 570 بال 600، لانه بدي اياكم تعرفوا انه vers 600 مثل الانوليد مثلا vers 600 millions d'années il y a eu l'apparition des animaux au corps qui étaient mous encore. Et ce n'est que vers moins 570 millions d'années, il y a eu l'apparition des animaux qui, avec un corps qui a été protégé. Ou la protection, ça pourrait être soit une coquille, soit aussi une carapace. فهمنا؟ مثلا الكراباس ممكن تكون مثل الارثروبود، الكوكي ممكن تكون مثل الامونيت. برجع بعيد، أنا حكيتكم أشياء زيادة بهالشابيتر بس لحتى يكون الشابيتر بيسلي أكتر إذا بدكم. معلش جو باناليز بس إنه كمان مهم يكون الشابيتر فيه أشياء ديزانفورماسيون حتى ولو ما كانت موجودة بالكتاب. يعني برجع بعيد، مطلوب منكم من الآخر إذا بدي أعطيكم شي سؤال، السؤال رح يكون إنه les traits évolutifs on passe من الريبتيل للوازو مثلا. Les traits évolutifs au sein des ammonites. فهمنا؟ فإذا انتوا عليكم كيف بدنا ندرس هالشابيتر. هلا إذا بترجعوا بتعيدوا الإكسبليكاسيون بتلاقوا إنه أعطيت des dates. C'est bon à savoir. C'est bon, donc si بدكم في يمكن منكم à retenir, tout en sachant que ces dates peuvent varier d'une littérature à une autre. Petit, يعني une petite variation. ما تنسوا إنه l'unité de temps بالجيولوجي هي 1 مليون d'années، يعني ال 1 مليون d'années ما هو شيء. bon يلي بدي أقوله بهيدا الشابيتر الاليجمون هو بيكون إنه au sein de chaque classe ça a touché quoi l'évolution, et en passant d'une classe à une autre, qu'est-ce qui a dû être rajouté en tant que trait évolutif. فهمنا؟ Oui, docteur. Voilà. Vous avez d'autres questions? هلا نهار الأربعاء بنعمل شابيتر 18، وبالشابيتر 18 أنا منافي رح يكون رح يكون أصغر بركة، وبعدين منهم صعبين يعني سي أميزون. شو ماشي الحال؟ Vous avez d'autres questions? Non, docteur. C'est clair ou Oui, docteur, c'est clair. Merci, docteur. طيب لكن برجع بشوفكم فإذا الأربعاء هي الساعة 2 إلا ربع. Oui, 2h moins 15. طيب أوكي. بركي كان عنا شوية وقت آخر الجمعة بنرجع نعمل هيك شوية جوجلة على الأشياء يلي ما طلبتوها مني إنه لكم مثلا هيدي سي موا امبورتون، مع إنه كل شيء امبورتون، بس إنه انتبهوا هيدا الشابيتر مسؤولين عنه كامل، هيدا الشابيتر في شينا نشيل هالبارتي، منشوف on verra. يلا لكن je vous retrouve le mercredi.
Merci, docteur. Merci, docteur. Et à la bonne journée. Bye.